Des jours encore s'écoulèrent, monotones et découragés. Il sut par les journaux que le comte de Gesvres et sa fille avaient quitté Embrumésie et s'étaient installés aux environs de Nice. Il sut aussi l'élargissement du sieur Arlington, dont l'innocence éclata conformément aux indications d'Arsène Lupin. Il changea son quartier général, s'établissant 2 jours à La Châtre, 2 jours à Argenton, même résultat. À ce moment, il fut prêt d'abandonner la partie. Évidemment, le cabriolet qui avait emmené son père n'avait dû fournir qu'une étape, à laquelle une autre étape, fournie par une autre voiture, avait succédé, et son père était loin. Il songea au départ. Or, un lundi matin, il aperçut sur l'enveloppe d'une lettre non affranchie qu'on lui renvoyait de Paris, il aperçut une écriture qui le bouleversa. Son émotion fut telle, durant quelques minutes, qu'il n'osait ouvrir par peur d'une déception. Sa main tremblait. Était-ce possible? N'y avait-il pas là un piège que lui tendait son infernal ennemi? D'un coup, il décacheta. C'était bien une lettre de son père, écrite par son père lui-même. L'écriture présentait toutes les particularités, tous les tics de l'écriture qu'il connaissait si bien. Il lut « Ces mots te parviendront-ils, mon cher fils? Je n'ose le croire. Toute la nuit de l'enlèvement, nous avons voyagé en automobile, puis le matin en voiture. Je n'ai rien pu voir. J'avais un bandeau sur les yeux. Le château où l'on me détient doit être en jugé par sa construction et par la végétation du parc au centre de la France. La chambre que j'occupe est au second étage, une chambre à 2 fenêtres, dont l'une presque bouchée par un rideau de glycine. L'après-midi, je suis libre, à certaines heures, d'aller et venir dans ce parc, mais sous une surveillance qui ne se relâche pas. À tout hasard, je t'écris cette lettre et je l'attache à une pierre. Peut-être un jour pourrais-je la jeter par-dessus les murs, et quelque paysan la ramassera-t-il. Ne t'inquiète pas, on me traite avec beaucoup d'égards. Ton vieux père qui t'aime bien, et qui est triste de penser aux soucis qu'il te donne. Beautrelet. » Aussitôt, Isidore regarda les timbres de la poste. Il portait Cusion, Indre. L'Indre, ce département qu'il s'acharnait à fouiller depuis des semaines. Il consulta un petit guide de poche qui ne le quittait pas. Cusion, canton d'Aiguzon. Là aussi, il avait passé. Par prudence, il rejeta sa personnalité d'anglais, qui commençait à être connue dans le pays, se déguisa en ouvrier et fila sur Cusion, village peu important, où il lui fut facile de découvrir l'expéditeur de la lettre. Tout de suite, d'ailleurs, la chance le servit. « Une lettre jetée à la poste mercredi dernier ?» s'écria le maire, brave bourgeois auquel il se confia et qui se mit à sa disposition. « Écoutez, je crois que je peux vous fournir une indication précieuse. Samedi matin, un vieux rémouleur qui fait toutes les foires du département, le père Charel, que j'ai croisé au bout du village, m'a demandé « Monsieur le maire, une lettre qui n'a pas de timbre, ça part tout de même ?»« Dame. Et ça arrive à destination ? Parbleu, seulement il y a un supplément de taxe à payer, voilà tout. » « Et il habite, le père Charel ?»« Il habite là-bas, tout seul, sur le coteau. La masure après le cimetière. Voulez-vous que je vous accompagne ?» C'était une masure isolée au milieu d'un verger qu'entouraient de hauts arbres. Quand ils pénétrèrent, 3 pies s'envolaient de la niche même où le chien de garde était attaché. Et le chien n'aboya pas et ne bougea pas à leur approche. Très étonné, Beautrelet s'avança. La bête était couchée sur le flanc, les pattes raidies, morte. En hâte, ils coururent vers la maison. La porte était ouverte. Ils entrèrent. Au fond d'une pièce humide et basse, sur une mauvaise paillasse jetée à même le sol, un homme gisait, tout habillé. « Le père Charel !» s'écria le maire. « Est-ce qu'il est mort lui aussi ?» Les mains du bonhomme étaient froides, son visage d'une pâleur effrayante, mais le cœur battait encore, d'un rythme faible et lent, et il ne semblait avoir aucune blessure. Ils essayèrent de le ranimer, et comme ils n'y parvenaient pas, Beautrelet se mit en quête d'un médecin. Le médecin ne réussit pas davantage. Le bonhomme ne paraissait pas souffrir, on eût dit qu'il dormait simplement, mais d'un sommeil artificiel, comme si on l'avait endormi par hypnose ou à l'aide d'un narcotique. Au milieu de la nuit suivante, cependant, Isidore, qui le veillait, remarqua que sa respiration devenait plus forte et que tout son être avait l'air de se dégager des liens invisibles qui le paralysaient. À l'aube, il se réveilla et reprit ses fonctions normales, mangea, but et se remua. Mais de toute la journée,
il ne put répondre aux questions du jeune homme, le cerveau comme engourdi encore par une inexplicable torpeur. Le lendemain, il demanda à Beautrelet « Qu'est-ce que vous faites là, vous ?» C'était la première fois qu'il s'étonnait de la présence d'un étranger auprès de lui. Peu à peu, de la sorte, il retrouva toute sa connaissance. Il parla, il fit des projets, mais quand Beautrelet l'interrogea sur les événements qui avaient précédé son sommeil, il sembla ne pas comprendre. Et réellement, Beautrelet sentit qu'il ne comprenait pas. Il avait perdu le souvenir de ce qui s'était passé depuis le vendredi précédent. C'était comme un gouffre subit dans la coulée ordinaire de sa vie. Il racontait sa matinée et son après-midi du vendredi, les marchés conclus à la foire, le repas qu'il avait pris à l'auberge, puis plus rien. Il croyait se réveiller au lendemain de ce jour. Ce fut horrible pour Beautrelet. La vérité était là, dans ses yeux qui avaient vu les murs du parc derrière lesquels son père l'attendait, dans ses mains qui avaient ramassé la lettre, dans ce cerveau confus qui avait enregistré le lieu de cette scène, le décor, le petit coin du monde où se jouait le drame. Et de ses mains, de ses yeux, de ce cerveau, il ne pouvait tirer le plus faible écho de cette vérité si proche. Oh, cet obstacle, impalpable et formidable auquel se heurtaient ses efforts, cet obstacle fait de silence et d'oubli, comme il portait bien la marque de Lupin. Lui seul avait pu, informé sans doute qu'un signal avait été tenté par le père Beautrelet, lui seul avait pu frapper de mort partielle celui-là seul dont le témoignage pouvait le gêner. Non point que Beautrelet se sentit découvert et qu'il pensa que Lupin, au courant de son attaque sournoise et sachant qu'une lettre lui était parvenue, se fût défendu contre lui personnellement. Mais combien s'était montré de prévoyance et de véritable intelligence que de supprimer l'accusation possible de ce passant. Personne ne savait plus maintenant qu'il y avait entre les murs d'un parc un prisonnier qui demandait du secours. Personne? Si, Beautrelet. Le père Charel ne pouvait parler, soit, mais on pouvait connaître du moins la foire où le bonhomme s'était rendu, et la route logique qu'il avait prise pour en revenir. Et le long de cette route, peut-être enfin serait-il possible de trouver... Isidore, qui d'ailleurs n'avait fréquenté la masure du père Charel qu'avec les plus grandes précautions et de façon à ne pas donner l'éveil, Isidore décida de n'y point retourner. S'étant renseigné, il apprit que le vendredi c'était jour de marché à Fresline, gros bourg situé à quelques lieues, où l'on pouvait se rendre soit par la grande route assez sinueuse, soit par des raccourcis. Le vendredi, il choisit pour y aller la grande route et n'aperçut rien qui attirât son attention, aucune enceinte de hauts murs, aucune silhouette de vieux château. Il déjeuna dans une auberge de Fresline et il se disposait à partir, quand il vit arriver le père Charel qui traversait la place en poussant sa petite voiture de rémouleur. Il le suivit aussitôt de très loin. Le bonhomme fit 2 interminables stations pendant lesquelles il repassa des douzaines de couteaux. Puis, enfin, il s'en alla par un chemin tout différent qui se dirigeait vers Crozant et le bourg d'Aiguzon. Beautrelet s'engagea derrière lui sur cette route. Mais il n'avait pas marché pendant 5 minutes qu'il eut l'impression de n'être pas seul à suivre le bonhomme. Un individu cheminait entre eux, qui s'arrêtait et repartait en même temps que le père Charel, sans prendre d'ailleurs beaucoup de soin pour n'être pas vu. On le surveille, Pensa Beautrelet. Peut-être veut-on savoir s'il s'arrête devant les murs. Son cœur battit. L'événement approchait. Tous trois, les uns derrière les autres, ils montaient et descendaient les pentes raides du pays, et ils arrivèrent à Crozant. Là, le père Charel fit une halte d'1 heure. Puis il descendit vers la rivière et traversa le pont. Mais il se passa alors un fait qui surprit Beautrelet. L'individu ne franchit pas la rivière. Il regarda le bonhomme s'éloigner, et quand il l'eut perdu de vue, il s'engagea dans un sentier qui le conduisit en plein champ. Que faire? Beautrelet hésita quelques secondes, puis brusquement se décida. Il se mit à la poursuite de l'individu. Il aura constaté, Pensa-t-il, que le père Charel a passé tout droit. Il est tranquille et il s'en va. Où? Au château? il touchait au but. Il le sentait, à une sorte d'allégresse douloureuse qui le soulevait. L'homme pénétra dans un bois obscur qui dominait la rivière, puis apparut de nouveau, en pleine clarté, à l'horizon du sentier. Quand Beautrelet, à son tour, sortit du bois, il fut très surpris de ne plus apercevoir l'individu. Il le cherchait des yeux, quand soudain, il étouffa un cri et d'un bond en arrière regagna la ligne des arbres qu'il venait de quitter. À sa droite, il avait vu un rempart de hautes murailles
que flanquaient à distances égales des contreforts massifs. C'était là, ces murs emprisonnaient son père. Il avait trouvé le lieu secret où Lupin gardait ses victimes. Il n'osa plus s'écarter de l'abri que lui offraient les feuillages épais du bois. Lentement, presque à plat ventre, il appuya vers la droite et parvint ainsi au sommet d'un monticule qui atteignait le faîte des arbres voisins. Les murailles étaient plus élevées encore. Cependant, il discerna le toit du château qu'elle ceignait, un vieux toit Louis XIII que surmontaient des clochetons très fins disposés en corbeille autour d'une flèche plus aiguë et plus haute. Pour ce jour-là, Beautrelet n'en fit pas davantage. Il avait besoin de réfléchir et de préparer son plan d'attaque sans rien laisser au hasard. Maître de Lupin, c'était à lui maintenant de choisir l'heure et le mode du combat. Il s'en alla. Près du pont, il croisa 2 paysannes qui portaient des seaux remplis de lait. Il leur demanda « Comment s'appelle le château qui est là-bas, derrière les arbres ?» Ça, monsieur? C'est le château de l'Aiguille? Il avait jeté sa question sans y attacher d'importance. La réponse le bouleversa. « Le château de l'Aiguille ?» Ah. Mais où sommes-nous ici? Dans le département de l'Indre? Ma foi non, l'Indre c'est de l'autre côté de la rivière. Par ici c'est la Creuse. Isidore eut un éblouissement. Le château de l'Aiguille, le département de la Creuse. L'Aiguille, Creuse. La clé même du document. La victoire assurée, définitive, totale. Sans un mot de plus, il tourna le dos aux femmes et s'en alla en titubant, comme un homme ivre. Un secret historique. La résolution de Beautrelet fut immédiate. Il agirait seul. Prévenir la justice était trop dangereux. Outre qu'il ne pouvait offrir que des présomptions, il craignait les lenteurs de la justice, les indiscrétions certaines, toute une enquête préalable pendant laquelle Lupin, inévitablement averti, aurait le loisir d'effectuer sa retraite en bon ordre. Le lendemain, dès 8 heures, son paquet sous le bras, il quitta l'auberge qu'il habitait aux environs de Cuzion, gagna le premier four et venu, se défit de ses hardes d'ouvrier, redevint le jeune peintre anglais qu'il était précédemment et se présenta chez le notaire d'Aiguzon, le plus gros bourg de la contrée. Il raconta que le pays lui plaisait et que, s'il trouvait une demeure convenable, il s'y installerait volontiers avec ses parents. Le notaire indiqua plusieurs domaines. Beautrelet insinua qu'on lui avait parlé du château de l'Aiguille au nord de la Creuse. En effet, mais le château de l'Aiguille, qui appartient à un de mes clients depuis 5 ans, n'est pas à vendre. Il l'habite alors? Il l'habitait, ou plutôt sa mère. Mais celle-ci, trouvant le château un peu triste, ne s'y plaisait pas, de sorte qu'ils l'ont quitté l'année dernière. Et personne n'y demeure? Si, un Italien, auquel mon client l'a loué pour une saison d'été. Le baron Anfredi. Ah, le baron Anfredi. Un homme encore jeune, l'air assez gourmet. Ma foi, je n'en sais rien. Mon client a traité directement, il n'y a pas eu de bail, une simple lettre. Mais vous connaissez le baron? Non, il ne sort jamais du château. En automobile, quelquefois. Et la nuit, paraît-il. Les provisions sont faites par une vieille cuisinière qui ne parle à personne. De drôles de gens. Votre client consentirait-il à vendre son château? Oh, je ne crois pas. C'est un château historique, du plus pur style Louis XIII. Mon client y tenait beaucoup, mais s'il n'a pas changé d'avis... Vous pouvez me donner son nom? Louis Valméras, 34 rue du Mont-Tabor. Beautrelet prit le train de Paris à la station la plus proche. Le surlendemain, après 3 visites infructueuses, il trouva enfin Louis Valméras. C'était un homme d'une 30aine d'années, au visage ouvert et sympathique. Beautrelet, jugeant inutile de biaiser, nettement se fit connaître et raconta ses efforts et le but de sa démarche. « J'ai tout lieu de penser, conclut-il, que mon père est emprisonné au château de l'Aiguille, en compagnie sans doute d'autres victimes. Et je viens vous demander ce que vous savez de votre locataire, le baron Anfredi. » Pas grand-chose. J'ai rencontré le baron Anfredi l'hiver dernier à Monte-Carlo. Ayant appris par hasard que j'étais propriétaire d'un château, comme il désirait passer l'été en France, il me fit des offres de location. C'est un homme encore jeune? Oui, des yeux très énergiques, des cheveux blonds. De la barbe? Oui, terminé par 2 pointes qui retombent sur un faux col fermant par derrière, comme le col d'un clergyman.
D'ailleurs, il a quelque peu l'air d'un prêtre anglais. C'est lui. murmura Beautrelet. C'est lui tel que je l'ai vu. C'est son signalement exact. Comment, vous croyez? Je suis sûr que votre locataire n'est autre qu'Arsène Lupin. L'histoire amusa Louis Valméras. Il connaissait toutes les aventures de Lupin et les péripéties de sa lutte avec Beautrelet. Il se frotta les mains. Allons, le château de l'Aiguille va devenir célèbre. C'est qu'il n'est pas pour me déplaire, car au fond, depuis que ma mère n'y habite plus, j'ai toujours eu l'idée de m'en débarrasser à la première occasion. Après cela, je trouverai un acheteur. Seulement, je vous demanderai de n'agir qu'avec la plus extrême prudence et de ne prévenir la police qu'en toute certitude. Voyez-vous que mon locataire ne soit pas Lupin? Beautrelet exposa son plan. Il irait seul, la nuit, il franchirait les murs, se cacherait dans le parc. Louis Valméras l'arrêta tout de suite. Vous ne franchirez pas si facilement des murs de cette hauteur. Si vous y parvenez, vous serez accueilli par 2 énormes molosses qui appartiennent à ma mère et que j'ai laissés au château. Bah, une boulette... Je vous remercie. Mais supposons que vous leur échappiez. Et après? Comment entrerez-vous dans le château? Les portes sont massives, les fenêtres sont grillées. Et d'ailleurs, une fois entré, qui vous guiderait? Il y a 80 chambres. Oui, mais cette chambre a 2 fenêtres au second étage. Je la connais, nous l'appelons la chambre des glycines. Mais comment la trouverez-vous? Il y a 3 escaliers et un labyrinthe de couloirs. J'aurais beau vous donner le fil, vous expliquer le chemin à suivre, vous vous perdrez. Venez avec moi, dit Beautrelet en riant. Impossible, j'ai promis à ma mère de la rejoindre dans le midi. Beautrelet retourna chez l'ami qui lui offrait l'hospitalité et commença ses préparatifs. Mais, vers la fin du jour, comme il se disposait à partir, il reçut la visite de Valméras. Voulez-vous toujours de moi? Si je veux. Eh bien, je vous accompagne. Oui, l'expédition me tente. Je crois qu'on ne s'ennuiera pas. Et ça m'amuse d'être mêlé à tout cela. Et puis mon concours ne vous sera pas inutile. Tenez, voici déjà un début de collaboration. Il montra une grosse clé toute rugueuse de rouille et d'aspect vénérable. Et cette clé ouvre? Demanda Beautrelet. Une petite poterne dissimulée entre 2 contreforts, abandonnée depuis des siècles, et que je n'ai même pas cru devoir indiquer à mon locataire. Elle donne sur la campagne précisément à la lisière du bois. Beautrelet l'interrompit brusquement. Ils la connaissent, cette issue. C'est évidemment par là que l'individu que je suivais a pénétré dans le parc. Allons, la partie est belle et nous la gagnerons. Mais fichtre, il s'agit de jouer serré. 2 jours après, au pas d'un cheval famélique, arrivait à Crozant une roulotte de bohémiens que son conducteur obtint l'autorisation de remiser au bout du village, sous un ancien hangar déserté. Outre le conducteur, qui n'était autre que Valméras, il y avait 3 jeunes gens occupés à tresser des fauteuils avec des brins d'osier, Beautrelet et 2 de ses camarades de Janson. Ils demeurèrent là 3 jours, attendant une nuit propice et rôdant isolément aux alentours du parc. Une fois, Beautrelet aperçut la poterne. Pratiquée entre 2 contreforts, elle se confondait presque derrière le voile de ronces qui la masquait avec le dessin formé par les pierres de la muraille. Enfin, le 4e soir, le ciel se couvrit de gros nuages noirs et Valméras décida qu'on irait en reconnaissance, quitte à rebrousser chemin si les circonstances n'étaient pas favorables. Tous 4, ils traversèrent le petit bois. Puis Beautrelet rampa parmi les bruyères, écorcha ses mains à la haie de ronces et, se soulevant à moitié, lentement, avec des gestes qui se retenaient, introduisit la clé dans la serrure. Doucement, il tourna. La porte allait-elle s'ouvrir sous son effort? Un verrou ne la fermait-il pas de l'autre côté? Il poussa, la porte s'ouvrit, sans grincement, sans secousse. Il était dans le parc. « Vous êtes là, Beautrelet » demanda Valméras. « Attendez-moi. Vous 2, mes amis, surveillez la porte pour que notre retraite ne soit pas coupée. À la moindre alerte, un coup de sifflet. » Il prit la main de Beautrelet et ils s'enfoncèrent dans l'ombre épaisse des fourrés. Un espace plus clair s'offrit à eux quand ils arrivèrent au bord de la pelouse centrale. Au même moment, un rayon de lune filtra et ils aperçurent le château avec ses clochetons pointus disposés autour de cette flèche effilée à laquelle sans doute il devait son nom. Aucune lumière aux fenêtres, aucun bruit. Valméras empoigna le bras de son compagnon. « Taisez-vous. »« Quoi ? Les chiens là-bas, vous voyez ?» Un grognement se fit entendre. Valméras siffla très bas, 2 silhouettes blanches bondirent et en 4 sauts vinrent s'abattre au pied du maître. « Tout doux, les enfants, couchez là. Bien, ne bougez plus. » Et il dit à Beautrelet, « Et maintenant, marchons, je suis tranquille. » « Vous êtes sûr du chemin ?»« Oui, nous nous rapprochons de la terrasse. »« Et alors ?» ?»« Je me rappelle qu'il y a sur la gauche, à un endroit où la terrasse qui domine la rivière s'élève au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée, un volet qui ferme mal et qu'on peut ouvrir de l'extérieur. » De fait, quand ils y furent arrivés, sous l'effort le volet céda. Avec une pointe de diamant, Valméras coupa un carreau. Il tourna l'espagnolette,
L'un après l'autre, ils franchirent le balcon. Cette fois, ils étaient dans le château. La pièce où nous sommes Dit Valméras. se trouve au bout du couloir. Puis il y a un immense vestibule orné de statues et, à l'extrémité du vestibule, un escalier qui conduit à la chambre occupée par votre père. Il avança d'un pas. Vous venez, Beautrelet? Oui, oui. Mais non, vous ne venez pas. Qu'est-ce que vous avez? Il lui saisit la main, elle était glacée, et il s'aperçut que le jeune homme était accroupi sur le parquet. Qu'est-ce que vous avez? Répéta-t-il. Rien. Ça passera. Mais enfin, J'ai peur. vous avez peur? Oui, Avoua Beautrelet ingénument. ce sont mes nerfs qui flanchent. J'arrive souvent à les commander, mais aujourd'hui, le silence, l'émotion... Et puis, depuis le coup de couteau de ce greffier... Mais ça va passer. Tenez, ça passe. Il réussit en effet à se lever, et Valméras l'entraîna hors de la chambre. Ils suivirent à tâtons un couloir, et si doucement que chacun d'eux ne percevait pas la présence de l'autre. Une faible lueur, cependant, semblait éclairer le vestibule vers lequel ils se dirigeaient. Valméras passa la tête, c'était une veilleuse placée au bas de l'escalier, sur un guéridon que l'on apercevait à travers les branches frêles d'un palmier. « Halte !» Souffla Valméras. Près de la veilleuse, il y avait un homme en faction, debout, qui tenait un fusil. Les avait-il vus? Peut-être. Du moins, quelque chose dut l'inquiéter car il épaula. Beautrelet était tombé à genoux contre la caisse d'un arbuste et il ne bougeait plus, le cœur comme déchaîné dans sa poitrine. Cependant, le silence et l'immobilité des choses rassurèrent l'homme en faction. Il baissa son arme, mais sa tête resta tournée vers la caisse de l'arbuste. D'effrayantes minutes s'écoulèrent, 10, 15. Un rayon de lune s'était glissé par une fenêtre de l'escalier, et soudain, Beautrelet s'avisa que le rayon se déplaçait insensiblement et que, avant 15 autres, 10 autres minutes, il serait sur lui, l'éclairant en pleine face. Des gouttes de sueur tombèrent de son visage sur ses mains tremblantes. Son angoisse était telle qu'il fut sur le point de se relever et de s'enfuir. Mais, se souvenant que Valméras était là, il le chercha des yeux, et il fut stupéfait de le voir, ou plutôt de le deviner, qui rampait dans les ténèbres à l'abri des arbustes et des statues. Déjà il atteignait le bas de l'escalier, à hauteur, à quelques pas de l'homme. Qu'allait-il faire? Passer quand même? Monter seul à la délivrance du prisonnier? Mais pourrait-il passer? Beautrelet ne le voyait plus, et il avait l'impression que quelque chose allait s'accomplir, une chose que le silence, plus lourd, plus terrible, semblait pressentir aussi. Et brusquement, une ombre qui bondit sur l'homme, la veilleuse qui s'éteint, le bruit d'une lutte. Beautrelet accourut. Les deux corps avaient roulé sur les dalles. Il voulut se pencher, mais il entendit un gémissement rauque, un soupir. Et aussitôt, un des adversaires se releva, qui lui saisit le bras. « Vite, allons-y !» C'était Valméras. Ils montèrent 2 étages et débouchèrent à l'entrée d'un corridor qu'un tapis recouvrait. « À droite, Souffla Valméras. la 4e chambre sur la gauche. » Bientôt, ils trouvèrent la porte de cette chambre. Comme ils s'y attendaient, le captif était enfermé à clé. Il leur fallut une demi-heure d'efforts étouffés, de tentatives assourdies pour forcer la serrure. Enfin, ils entrèrent. À tâtons, Beautrelet découvrit le lit. Son père dormait. Il le réveilla doucement. « C'est moi, Isidore. Et un ami. Ne crains rien. Lève-toi, pas un mot. » Le père s'habilla, mais au moment de sortir, il leur dit à voix basse « Je ne suis pas seul dans le château. » Ah. Qui? Ganimard? Jolmès? Non. Du moins, je ne les ai pas vus. Alors? Une jeune fille. Mademoiselle de Saint-Véran, sans aucun doute. Je ne sais pas. Je l'ai aperçue de loin plusieurs fois dans le parc. Et puis, en me penchant de ma fenêtre, je vois la sienne. Elle m'a fait des signaux. Tu sais où est sa chambre? Oui, dans ce couloir. La 3e à droite. « La chambre bleue. murmura Valméras. La porte est à 2 battants, nous aurons moins de mal. » Très vite, en effet, l'un des battants céda. Ce fut le père Beautrelet qui se chargea de prévenir la jeune fille. 10 minutes après, il sortait de la chambre avec elle et disait à son fils « Tu avais raison, mademoiselle de Saint-Véran. » Ils descendirent tous 4. Au bas de l'escalier, Valméras s'arrêta et se pencha sur l'homme, puis, les entraînant vers la chambre de la terrasse, « Il n'est pas mort, il vivra. » Ah. fit Beautrelet avec soulagement. « Par bonheur, la lame de mon couteau a plié, le coup n'est pas mortel. Et puis quoi, ces coquins ne méritent pas de pitié. » Dehors, ils furent accueillis par les 2 chiens qui les accompagnèrent jusqu'à la poterne. Là, Beautrelet retrouva ses 2 amis.
La petite troupe sortit du parc. Il était 3 heures du matin. Cette première victoire ne pouvait suffire à Beautrelet. Dès qu'il eut installé son père et la jeune fille, il les interrogea sur les gens qui résidaient au château, et en particulier sur les habitudes d'Arsène Lupin. Il apprit ainsi que Lupin ne venait que tous les 3 ou 4 jours, arrivant le soir en automobile et repartant dès le matin. À chacun de ses voyages, il rendait visite aux 2 prisonniers, et tous 2 s'accordaient à louer ses égards et son extrême affabilité. Pour l'instant, il ne devait pas se trouver au château. En dehors de lui, il n'avait jamais vu qu'une vieille femme préposée à la cuisine et au ménage, et 2 hommes qui les surveillaient tour à tour et qui ne leur parlaient point, 2 subalternes évidemment, à en juger d'après leur façon et leur physionomie. 2 complices tout de même. Conclut Beautrelet. Ou plutôt 3, avec la vieille femme. C'est un gibier qui n'est pas à dédaigner. Et si nous ne perdons pas de temps... Il sauta sur une bicyclette, fila jusqu'au bourg des Guzons, réveilla la gendarmerie, mit tout le monde en branle, fit sonner le bout de selle et revint à Crozant à 8 heures, suivi du brigadier et de 8 gendarmes. 2 de ces hommes restèrent en faction auprès de la roulotte. 2 autres s'établirent devant la poterne. Les 4 derniers, commandés par leur chef et accompagnés de Beautrelet et de Valméras, se dirigèrent vers l'entrée principale du château. Trop tard. La porte était grande ouverte. Un paysan leur dit qu'1 heure auparavant, il avait vu sortir du château une automobile. De fait, la perquisition ne donna aucun résultat. Selon toute probabilité, la bande avait dû s'installer là en camp volant. On trouva quelques hardes, un peu de linge, des ustensiles de ménage, et c'est tout. Ce qui étonna davantage Beautrelet et Valméras, ce fut la disparition du blessé. Ils ne purent relever la moindre trace de lutte, pas même une goutte de sang sur les dalles du vestibule. Somme toute, aucun témoignage matériel n'aurait pu prouver le passage de Lupin au château de l'Aiguille, et l'on aurait eu le droit de récuser les assertions de Beautrelet et de son père, de Valméras et de mademoiselle de Saint-Véran, si l'on avait fini par découvrir, dans une chambre contiguë à celle que la jeune fille occupait, une demi-douzaine de bouquets admirables auxquels était épinglée la carte d'Arsène Lupin, bouquets dédaignés par elle, flétris, oubliés. L'un d'eux, outre la carte, portait une lettre que Raymonde n'avait pas vue. L'après-midi, quand cette lettre eut été décachetée par le juge d'instruction, on y trouva 10 pages de prières, de supplications, de promesses, de menaces, de désespoir, toute la folie d'un amour qui n'a connu que mépris et répulsion. Et la lettre se terminait ainsi: « Je viendrai mardi soir, Raymonde, d'ici là réfléchissez, pour moi je ne veux plus attendre, je suis résolu à tout. » Mardi soir. C'était le soir même de ce jour où Beautrelet venait de délivrer mademoiselle de Saint-Véran. On se rappelle la formidable explosion de surprise et d'enthousiasme qui éclata dans le monde entier à la nouvelle de ce dénouement imprévu. Mademoiselle de Saint-Véran libre. La jeune fille que convoitait Lupin, pour laquelle il avait machiné ses plus machiavéliques combinaisons, arrachée à ses griffes. Libre aussi le père de Beautrelet, celui que Lupin, dans son désir exagéré d'un armistice que nécessitaient les exigences de sa passion, celui que Lupin avait choisi comme otage. Libres tous 2, les 2 prisonniers. Et le secret de l'aiguille que l'on avait cru impénétrable, connu, publié, jeté aux 4 coins de l'univers. Vraiment, la foule s'amusa. On chansonna l'aventurier vaincu, les amours de Lupin, les sanglots d'Arsène, le cambrioleur amoureux, la complainte du pickpocket. Cela se criait sur les boulevards, cela se fredonnait à l'atelier. Pressé de questions, poursuivi par les intervieweurs, Raymonde répondit avec la plus extrême réserve. Mais la lettre était là, et les bouquets de fleurs, et toute la pitoyable aventure. Lupin, bafoué, ridiculisé, dégringola de son piédestal, et Beautrelet fut l'idole. Il avait tout vu, tout prédit, tout élucidé. La déposition que mademoiselle de Saint-Véran fit devant le juge d'instruction au sujet de son enlèvement confirma l'hypothèse qu'avait imaginée le jeune homme. Sur tous les points, la réalité semblait se soumettre à ce qu'il la décrétait au préalable. Lupin avait trouvé son maître. Beautrelet exigea que son père, avant de retourner dans ses montagnes de Savoie, prît quelques mois de repos au soleil, et il le conduisit lui-même, ainsi que mademoiselle de Saint-Véran, aux environs de Nice, où le comte de Gesvres et sa fille Suzanne étaient installés pour passer l'hiver. Le surlendemain, Valméras amenait sa mère auprès de ses nouveaux amis, et ils composèrent ainsi une petite colonie groupée autour de la villa de Gesvres, et sur laquelle veillait nuit et jour une demi-douzaine d'hommes engagés par le comte.
Au début d'octobre, Beautrelet, élève de rhétorique, alla reprendre à Paris le cours de ses études et préparer ses examens. Et la vie recommença, calme cette fois et sans incident. Que pouvait-il d'ailleurs se passer? La guerre n'était-elle pas finie? Lupin devait en avoir de son côté la sensation bien nette, et qu'il n'y avait plus pour lui qu'à se résigner au fait accompli, car un beau jour, ses deux autres victimes, Ganimard et Herlock Sholmès, réapparurent. Leur retour à la vie de ce monde manqua du reste totalement de prestige. Ce fut un chiffonnier qui les ramassa, quai des Orfèvres, en face de la préfecture de police, et tous deux endormis et ligotés. Après une semaine de complet ahurissement, ils parvinrent à reprendre la direction de leurs idées et racontèrent, ou plutôt Ganimard raconta, car Sholmès s'enferma dans un mutisme farouche, qu'ils avaient accompli à bord du yacht l'Hirondelle un voyage de circumnavigation autour de l'Afrique, voyage charmant, instructif, où ils pouvaient se considérer comme libres, sauf à certaines heures qu'ils passaient à fond de cale, tandis que l'équipage descendait dans des ports exotiques. Quant à leur atterrissage au quai des Orfèvres, ils ne se souvenaient de rien, endormis sans doute depuis plusieurs jours. Cette mise en liberté, c'était l'aveu de la défaite. Et en ne luttant plus, Lupin la proclamait sans restriction. Un événement d'ailleurs la rendit encore plus éclatante. Ce furent les fiançailles de Louis Valméras et de mademoiselle de Saint-Véran. Dans l'intimité que créaient entre eux les conditions actuelles de leur existence, les deux jeunes gens s'éprirent l'un de l'autre. Valméras aima le charme mélancolique de Raymonde, et celle-ci, blessée par la vie, avide de protection, subit la force et l'énergie de celui qui avait contribué si vaillamment à son salut. On attendit le jour du mariage avec une certaine anxiété. Lupin ne chercherait-il pas à reprendre l'offensive? Accepterait-il de bonne grâce la perte irrémédiable de la femme qu'il aimait? 2 ou 3 fois, on vit rôder autour de la villa des individus à mine suspecte, et Valméras eut même à se défendre un soir contre un soi-disant ivrogne qui tira sur lui un coup de pistolet et traversa son chapeau d'une balle. Mais, somme toute, la cérémonie s'accomplit au jour et à l'heure fixés, et Raymonde de Saint-Véran devint Madame Louis Valméras. C'était comme si le destin lui-même eût pris parti pour Beautrelet et contresigné le bulletin de victoire. La foule le sentit si bien que ce fut à ce moment que jaillit parmi ses admirateurs l'idée d'un grand banquet où l'on célébrerait son triomphe et l'écrasement de Lupin. Idée merveilleuse et qui suscita l'enthousiasme. En 15 jours, 300 adhésions furent réunies. On lança des invitations au lycée de Paris, à raison de 2 élèves par classe de rhétorique. La presse entonna des hymnes, et le banquet fut ce qu'il ne pouvait manquer d'être, une apothéose. Mais une apothéose charmante et simple, parce que Beautrelet en était le héros. Sa présence suffit à remettre les choses au point. Il se montra modeste comme à l'ordinaire, un peu surpris des bravos excessifs, un peu gêné des éloges hyperboliques où l'on affirmait sa supériorité sur les plus illustres policiers, un peu gêné mais aussi très ému. Il le dit en quelques paroles qui plurent à tous et avec le trouble d'un enfant qui rougit d'être regardé. Il dit sa joie, il dit sa fierté, et vraiment, si raisonnable, si maître de lui qu'il fût, il connut là des minutes d'ivresse inoubliables. Il souriait à ses amis, à ses camarades de Janson, à Valméras, venu spécialement pour l'applaudir, à M. de Gesvres, à son père. Or, comme il finissait de parler et qu'il tenait encore son verre en main, un bruit de voix se fit entendre à l'extrémité de la salle, et l'on vit quelqu'un qui gesticulait en agitant un journal. On rétablit le silence, l'importun se rassit, mais un frémissement de curiosité se propageait tout autour de la table. Le journal passait de main en main, et chaque fois qu'un des convives jetait les yeux sur la page offerte, c'étaient des exclamations. « Lisez, lisez » criait-on du côté opposé. À la table d'honneur, on se leva. Le père Beautrelet alla prendre le journal et le tendit à son fils. « Lisez, lisez » cria-t-on plus fort. Et d'autres proféraient « Écoutez donc, il va lire, écoutez » Beautrelet, debout, face au public, cherchait des yeux dans le journal du soir que son père lui avait donné l'article qui suscitait un tel vacarme. Et soudain, ayant aperçu un titre souligné au crayon bleu, il leva la main pour réclamer le silence, et il lut, d'une voix que l'émotion altérait de plus en plus, ces révélations stupéfiantes qui réduisaient à néant tous ses efforts, bouleversaient ses idées sur l'aiguille creuse et marquaient la vanité de sa lutte contre Arsène Lupin.
Lettre ouverte de Monsieur Massiban, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Monsieur le directeur, le 17 mars 1679, je dis bien 1679, c'est-à-dire sous Louis XIV, un tout petit livre fut publié à Paris avec ce titre « Le mystère de l'aiguille creuse ». Toute la vérité dénoncée pour la première fois, 100 exemplaires imprimés par moi-même et pour l'instruction de la cour. À 9 heures du matin, ce jour du 17 mars, l'auteur, un très jeune homme, bien vêtu, dont on ignore le nom, se mit à déposer ce livre chez les principaux personnages de la cour. À 10 heures, alors qu'il avait accompli 4 de ces démarches, il était arrêté par un capitaine des gardes, lequel l'amenait dans le cabinet du roi et repartait aussitôt à la recherche des 4 exemplaires distribués. Quand les 100 exemplaires furent réunis, comptés, feuilletés avec soin et vérifiés, le roi les jeta lui-même au feu, sauf un, qu'il conserva par-devers lui. Puis il chargea le capitaine des gardes de conduire l'auteur du livre à M. de Saint-Marc, lequel Saint-Marc enferma son prisonnier d'abord à Pignerol, puis dans la forteresse de l'île Sainte-Marguerite. Cet homme n'était autre évidemment que le fameux homme au masque de fer. Jamais la vérité n'eût été connue, ou du moins une partie de la vérité, si le capitaine des gardes qui avait assisté à l'entrevue, profitant d'un moment où le roi s'était détourné, n'avait eu la tentation de retirer de la cheminée, avant que le feu ne l'atteignît, un autre des exemplaires. 6 mois après, ce capitaine fut ramassé sur la grande route de Gaillon, à Mantes. Ces assassins l'avaient dépouillé de tous ses vêtements, oubliant dans sa poche droite un bijou, que l'on y découvrit par la suite, un diamant de la plus belle eau, d'une valeur considérable. Dans ces papiers, on retrouva une note manuscrite. Il n'y parlait point du livre arraché aux flammes, mais il donnait un résumé des premiers chapitres. Il s'agissait d'un secret qui fut connu des rois d'Angleterre, perdu par eux au moment où la couronne du pauvre fou Henri VI passa sur la tête du duc d'York, dévoilé au roi de France Charles VII par Jeanne d'Arc, et qui, devenu secret d'État, fut transmis de souverain en souverain par une lettre chaque fois recachetée, que l'on trouvait au lit de mort du défunt avec cette mention « Pour le roi de France ». Ce secret concernait l'existence et déterminait l'emplacement d'un trésor formidable, possédé par les rois et qui s'accroissait de siècle en siècle. Mais 114 ans plus tard, Louis XVI, prisonnier au Temple, prit à part l'un des officiers qui était chargé de surveiller la famille royale et lui dit « Monsieur, vous n'aviez pas, sous mon aïeul, le grand roi, un ancêtre qui servait comme capitaine des gardes ?»« Oui, sire. »« Eh bien, seriez-vous homme ?» Il hésita. L'officier acheva la phrase. « À ne pas vous trahir. »« Oh, sire. » « Alors écoutez-moi. » Le roi tira de sa poche un petit livre dont il arracha l'une des dernières pages. Mais, se ravisant, « Non, il vaut mieux que je copie. » Il prit une grande feuille de papier qu'il déchira de façon à ne garder qu'un petit espace rectangulaire sur lequel il copia 5 lignes de points, de lignes et de chiffres que portait la page imprimée. Puis, ayant brûlé celle-ci, il plia en 4 la feuille manuscrite, la cacheta de cire rouge et la lui donna. « Monsieur, après ma mort, vous remettrez cela à la reine, et vous lui direz, de la part du roi, madame, pour votre majesté et pour son fils. Si elle ne comprend pas, vous ajouterez, il s'agit du secret de l'aiguille. La reine comprendra. » Ayant parlé, il jeta le livre parmi les braises qui rougissaient dans l'âtre. Le 21 janvier, il montait sur l'échafaud. Il fallut 2 mois à l'officier, par suite du transfert de la reine à la conciergerie, pour accomplir la mission dont il était chargé. Enfin, à force d'intrigues sournoises, il réussit un jour à se trouver en présence de Marie-Antoinette. Il lui dit de manière qu'elle put tout juste entendre « De la part du feu roi, madame, pour votre majesté et son fils. » Et il lui offrit la lettre cachetée. Elle s'assura que les gardiens ne pouvaient la voir, brisa les cachets, sembla surprise à la vue de ces lignes indéchiffrables, puis, tout de suite, parut comprendre. Elle sourit amèrement, et l'officier perçut ces mots
Pourquoi si tard? Elle hésita. Où cacher ce document dangereux? Enfin, elle ouvrit son livre d'heures et, dans une sorte de poche secrète pratiquée entre le cuir de reliure et le parchemin qui le recouvrait, elle glissa la feuille de papier. Pourquoi si tard? Avait-elle dit. Il est probable en effet que ce document, s'il avait pu lui apporter le salut, arrivait trop tard, car, au mois d'octobre suivant, la reine Marie-Antoinette, à son tour, montait sur l'échafaud. Or, cet officier, en feuilletant les papiers de sa famille, trouva la note manuscrite de son arrière-grand-père, le capitaine des gardes de Louis XIV. À partir de ce moment, il n'eut plus qu'une idée, c'est de consacrer ses loisirs à élucider cet étrange problème. Il lut tous les auteurs latins, parcourut toutes les chroniques de France et celles des pays voisins, s'introduisit dans les monastères, déchiffra les livres de contes, les cartulaires, les traités, et il put ainsi retrouver certaines citations éparses à travers les âges. Au livre 3 des commentaires de César sur la guerre des Gaules, il est raconté qu'après la défaite de Viridovix par G. Titulius Sabinus, le chef des Calettes fut mené devant César et que, pour sa rançon, il dévoila le secret de l'aiguille. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, entre Charles le Simple et Roll, chef des barbares du Nord, fait suivre le nom de Roll de tous ses titres, parmi lesquels nous lisons « Maître du secret de l'aiguille ». La chronique saxonne, édition de Gibson, page 134, parlant de Guillaume à la grande vigueur, Guillaume le Conquérant, raconte que la hampe de son étendard se terminait en pointe acérée et percée d'une fente à la façon d'une aiguille. Dans une phrase assez ambiguë de son interrogatoire, Jeanne d'Arc avoue qu'elle a encore une chose secrète à dire au roi de France, à quoi ses juges répondent « Oui, nous savons de quoi il est question, et c'est pourquoi, Jeanne, vous périrez. » Par la vertu de l'aiguille, jure quelquefois le bon roi Henri IV. Auparavant, François Ier, haranguant les notables du Havre en 1520, prononça cette phrase que nous transmet le journal d'un bourgeois d'Honfleur. « Les rois de France portent des secrets qui règlent la conduite des choses et le sort des villes. » Toutes ces citations, monsieur le directeur, tous les récits qui concernent le masque de fer, le capitaine des gardes et son arrière-petit-fils, je les ai retrouvés aujourd'hui dans une brochure écrite précisément par cet arrière-petit-fils et publiée en juin 1815, la veille ou le lendemain de Waterloo, c'est-à-dire en une période de bouleversement où les révélations qu'elle contenait devaient passer inaperçues. Que vaut cette brochure? Rien, me direz-vous, et nous ne devons lui accorder aucune créance. C'est là ma première impression. Mais quelle ne fut pas ma stupeur en ouvrant les commentaires de César au chapitre indiqué, d'y découvrir la phrase relevée dans la brochure. Même constatation en ce qui concerne le traité de Saint-Clair-sur-Epte, la chronique saxonne, l'interrogatoire de Jeanne d'Arc, bref, tout ce qu'il m'a été possible de vérifier jusqu'ici. Enfin, il est un fait plus précis encore que relate l'auteur de la brochure de 1815. Pendant la campagne de France, officier de Napoléon, il sonna un soir, son cheval ayant crevé, à la porte d'un château où il fut reçu par un vieux chevalier de Saint-Louis. Et il apprit, coup sur coup, en causant avec le vieillard, que ce château, situé au bord de la Creuse, s'appelait le château de l'Aiguille, qu'il avait été construit et baptisé par Louis XIV, et que, sur son ordre express, il avait été orné de clochetons et d'une flèche qui figurait l'aiguille. Comme date, il doit porter encore 1680. 1680. Un an après la publication du livre et l'emprisonnement du masque de fer. Tout s'expliquait. Louis XIV, prévoyant que le secret pouvait s'ébruiter, avait construit et baptisé ce château pour offrir aux curieux une explication naturelle de l'antique mystère. L'Aiguille Creuse. Un château à clocheton pointu, situé au bord de la Creuse et appartenant au roi. Du coup, on croyait connaître le mot de l'énigme, mais les recherches cessaient.
Le calcul était juste, puisque plus de 2 siècles après, M. Beautrelet est tombé dans le piège. Et c'est là, monsieur le directeur, que je voulais en venir en écrivant cette lettre. Si Lupin, sous le nom d'Anfredi, a loué à M. Valméras le château de l'Aiguille au bord de la Creuse, s'il a logé là ses 2 prisonniers, c'est qu'il admettait le succès des inévitables recherches de M. Beautrelet, et que, dans le but d'obtenir la paix qu'il avait demandée, il tendait précisément à M. Beautrelet ce que nous pouvons appeler le piège historique de Louis XIV. Et par là, nous sommes amenés à ceci, conclusion irréfutable, c'est que lui, Lupin, avec ses seules lumières, sans connaître d'autres faits que ceux que nous connaissons, est parvenu par le sortilège d'un génie vraiment extraordinaire à déchiffrer l'indéchiffrable document. C'est que Lupin, dernier héritier des rois de France, connaît le mystère royal de l'Aiguille creuse. Là se terminait l'article, mais depuis quelques minutes, depuis le passage concernant le château de l'Aiguille, ce n'était plus Beautrelet qui en faisait la lecture. Comprenant sa défaite, écrasé sous le poids de l'humiliation subie, il avait lâché le journal et s'était effondré sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Haletante et secouée d'émotion par cette incroyable histoire, la foule s'était rapprochée peu à peu et maintenant se pressait autour de lui. On attendait avec une angoisse frémissante les mots qu'il allait répondre, les objections qu'il allait soulever. Il ne bougea pas. D'un geste doux, Valméras lui décroisa les mains et releva sa tête. Isidore Beautrelet pleurait. Le traité de l'Aiguille creuse. Il est 4 heures du matin. Isidore n'est pas rentré au lycée. Il n'y rentrera pas avant la fin de la guerre sans merci qu'il a déclarée à Lupin. Cela, il se l'est juré tout bas pendant que ses amis l'emportaient en voiture, tout défaillant et meurtri. Serment insensé, guerre absurde et illogique. Que peut-il faire, lui, enfant isolé et sans armes, contre ce phénomène d'énergie et de puissance? Par où l'attaquer? Il est inattaquable. Où le blesser? Il est invulnérable. Où l'atteindre? Il est inaccessible. 4 heures du matin. Isidore a de nouveau accepté l'hospitalité de son camarade de Janson. Debout devant la cheminée de sa chambre, les coudes plantés droit sur le marbre, les 2 poings au menton, il regarde son image que lui renvoie la glace. Il ne pleure plus. Il ne veut plus pleurer, ni se tordre sur son lit, ni se désespérer comme il le fait depuis 2 heures. Il veut réfléchir et comprendre. Et ses yeux ne quittent pas ses yeux dans le miroir, comme s'il espérait doubler la force de sa pensée en contemplant son image pensive, et trouver au fond de cet être-là l'insoluble solution qu'il ne trouve pas en lui. Jusqu'à 6 heures, il reste ainsi. Et c'est peu à peu que, dégagé de tous les détails qui la compliquent et l'obscurcissent, la question s'offre à son esprit toute sèche, toute nue, avec la rigueur d'une équation. Oui, il s'est trompé. Oui, son interprétation du document est fausse. Le mot « aiguille » ne vise point le château des bords de la Creuse. Et de même, le mot « demoiselle » ne peut pas s'appliquer à Raymonde de Saint-Véran et à sa cousine, puisque le texte du document remonte à des siècles. Donc, tout est à refaire. Comment? Une seule base de documentation serait solide, le livre publié sous Louis XIV. Or, des 100 exemplaires imprimés par celui qui devait être le masque de fer, 2 seulement échappèrent aux flammes. L'un fut dérobé par le capitaine des gardes et perdu, l'autre fut conservé par Louis XIV, transmis à Louis XV et brûlé par Louis XVI. Mais il reste une copie de la page essentielle, celle qui contient la solution du problème, ou du moins la solution cryptographique, celle qui fut portée à Marie-Antoinette et glissée par elle sous la couverture de son livre d'heures. Qu'est devenu ce papier? Est-ce celui que Beautrelet a tenu dans ses mains et que Lupin lui a fait reprendre par le greffier Brédoux? Ou bien se trouve-t-il encore dans le livre d'heures de Marie-Antoinette? Et la question revient à celle-ci, qu'est devenu le livre d'heures de la reine? Après avoir pris quelques instants de repos, Beautrelet interrogea le père de son ami, collectionneur émérite, appelé souvent comme expert à titre officieux,
et que récemment encore le directeur d'un de nos musées consultait pour l'établissement de son catalogue. « Le livre d'heures de Marie-Antoinette », s'écria-t-il. mais il fut légué par la reine à sa femme de chambre, avec mission secrète de le faire tenir au comte de Fersen. Pieusement conservé dans la famille du comte, il se trouve depuis 5 ans dans une vitrine. Dans une vitrine? Du musée Carnavalet, tout simplement. Et ce musée sera ouvert? D'ici 20 minutes. À la minute précise où s'ouvrait la porte du vieil hôtel de Madame de Sévigné, Isidore sautait de voiture avec son ami. « Tiens, monsieur Beautrelet !» 10 voix saluèrent son arrivée. À son grand étonnement, il reconnut toute la troupe de reporters qui suivaient l'affaire de l'Aiguille Creuse. Et l'un d'eux s'écria « C'est drôle, hein? Nous avons tous eu la même idée. Attention, Arsène Lupin est peut-être parmi nous. » Ils entrèrent ensemble. Le directeur, aussitôt prévenu, se mit à leur entière disposition, les mena devant la vitrine et leur montra un pauvre volume sans le moindre ornement et qui n'avait certes rien de royal. Un peu d'émotion tout de même les envahit à l'aspect de ce livre que la reine avait touché en des jours si tragiques, que ses yeux rougis de larmes avaient regardé. Et ils n'osaient le prendre et le fouiller, comme s'ils avaient eu l'impression d'un sacrilège. « Voyons, monsieur Beautrelet, c'est une tâche qui vous incombe. » Il prit le livre d'un geste anxieux. La description correspondait bien à celle que l'auteur de la brochure en avait donnée. D'abord une couverture de parchemin sali, noirci, usé par place, et au-dessous la vraie reliure en cuir rigide. Avec quel frisson Beautrelet s'enquit de la poche dissimulée. Était-ce une fable, ou bien retrouverait-il encore le document écrit par Louis XVI et légué par la reine à son ami fervent? À la première page, sur la partie supérieure du livre, pas de cachette. « Rien, » murmura-t-il. « Rien », redirent-ils en écho, palpitant. Mais à la dernière page, ayant un peu forcé l'ouverture du livre, il vit tout de suite que le parchemin se décollait de la reliure. Il glissa les doigts. Quelque chose, oui, il sentit quelque chose. Un papier. « Oh !» fit-il victorieusement. « Voilà! Est-ce possible ?» « Vite, vite !» lui cria-t-on. « Qu'attendez-vous » Il tira une feuille pliée en 2. Eh bien, lisez. Il y a des mois l'encre rouge, tenez. On dirait du sang. Du sang tout pâle, lisez donc. Il lut. « À vous, Fersen. Pour mon fils, 16 octobre 1793. Marie-Antoinette. » Et soudain, Beautrelet poussa une exclamation de stupeur. Sous la signature de la reine, il y avait à l'encre noire 2 mots soulignés d'un paraphe. 2 mots. Arsène Lupin. Tous, chacun à son tour, ils saisirent la feuille, et le même cri s'échappait aussitôt. Marie-Antoinette, Arsène Lupin. Un silence les réunit. Cette double signature, ces 2 noms accouplés, découverts au fond du livre d'heures, cette relique où dormait depuis plus d'1 siècle l'appel désespéré de la pauvre reine, cette date horrible, 16 octobre 1793, jour où tomba la tête royale, tout cela était d'un tragique morne et déconcertant. « Arsène Lupin » balbutia l'une des voix, soulignant ainsi ce qu'il y avait d'effarant à voir ce nom diabolique au bas de la feuille sacrée. « Oui, Arsène Lupin » répéta Beautrelet. L'ami de la reine n'a pas su comprendre l'appel désespéré de la mourante. Il a vécu avec le souvenir que lui avait envoyé celle qu'il aimait et il n'a pas deviné la raison de ce souvenir. Lupin a tout découvert, lui. Et il a pris. Il a pris quoi? Le document, parbleu. Le document écrit par Louis XVI. Et c'est cela que j'ai tenu entre mes mains. Même apparence, même configuration, même cachet rouge. Je comprends pourquoi Lupin n'a pas voulu me laisser un document dont je pouvais tirer parti par le seul examen du papier, des cachets, etc. Et alors? Et alors? Puisque le document dont je connais le texte est authentique, puisque j'ai vu la trace des cachets rouges, puisque Marie-Antoinette elle-même certifie par ce mot de sa main que tout le récit de la brochure reproduite par M. Massiban est authentique, puisqu'il existe vraiment un problème historique de l'Aiguille Creuse, je suis sûr de réussir. Comment? Authentique ou non, le document, si vous ne parvenez pas à le déchiffrer, ne sert à rien, puisque Louis XVI a détruit le livre qui en donnait l'explication. Oui. Mais l'autre exemplaire, arraché aux flammes par le capitaine des gardes du roi Louis XIV, n'a pas été détruit. Qu'en savez-vous? Prouvez le contraire. Beautrelet se tut, puis lentement, les yeux clos, comme s'il cherchait à préciser et à résumer sa pensée, il prononça. Possesseur du secret,
Le capitaine des gardes commence par en livrer des parcelles dans le journal que retrouve son arrière-petit-fils. Puis, le silence. Le mot de l'énigme, il ne le donne pas. Pourquoi ? Parce que la tentation d'user du secret s'infiltre peu à peu en lui et qu'il y succombe. La preuve ? Son assassinat. La preuve ? Le magnifique joyau découvert sur lui et que, indubitablement, il avait tiré de tel trésor royal dont la cachette, inconnue de tous, constitue précisément le mystère de l'aiguille creuse. Lupin me l'a laissé entendre. Lupin ne mentait pas. De sorte, Beautrelet, que vous concluez ? Je conclus qu'il faut faire autour de cette histoire le plus de publicité possible et qu'on sache par tous les journaux que nous recherchons un livre intitulé « Le traité de l'aiguille ». Peut-être le dénichera-t-on au fond de quelques bibliothèques de province. Tout de suite, la note fut rédigée, et tout de suite, sans même attendre qu'elle pût produire un résultat, Beautrelet se mit à l'œuvre. Un commencement de piste se présentait. L'assassinat avait eu lieu aux environs de Gaillon. Le jour même, il se rendit dans cette ville. Certes, il n'espérait point reconstituer un crime perpétré 200 ans auparavant, mais tout de même, il est certains forfaits qui laissent des traces dans les souvenirs, dans les traditions du pays. Les chroniques locales les recueillent. Un jour, tel érudit de province, tel amateur de vieilles légendes, tel évocateur des petits incidents de la vie passée, en fait l'objet d'un article de journal ou d'une communication à l'académie de son chef-lieu. Il en vit 3 ou 4 de ces érudits. Avec l'un d'eux, surtout, un vieux notaire, il fureta, il compulsa les registres de la prison, les registres des anciens bailliages et des paroisses. Aucune notice ne faisait allusion à l'assassinat d'un capitaine des gardes au XVIIe siècle. Il ne se découragea pas et continua ses recherches à Paris, où peut-être avait eu lieu l'instruction de l'affaire. Ses efforts n'aboutirent pas. Mais l'idée d'une autre piste le lança dans une direction nouvelle. Était-il impossible de connaître le nom du capitaine des gardes dont le petit-fils émigra et dont l'arrière-petit-fils servit les armées de la République, en fut détaché au Temple pendant la détention de la famille royale, servit Napoléon et fit la campagne de France. À force de patience, il finit par établir une liste où 2 noms, tout au moins, offraient une similitude presque complète. Monsieur de Larbeyrie sous Louis XIV, le citoyen Larbry sous la Terreur. C'était déjà un point important. Il le précisa par un entrefilet qu'il communiqua aux journaux, demandant si on pouvait lui fournir des renseignements sur ce Larbeyrie ou sur ses descendants. Ce fut M. Massiban, le Massiban de la brochure, le membre de l'Institut, qui lui répondit.